Le temps d'une semaine pleine, les Maliens, de toutes les sensibilités confondues, se sont retrouvés pour se parler directement et en toute franchise. Ce débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la nation sur la cause profonde qui a affaibli le pays depuis 2012 était le lieu pour les Maliens et ceux de l'extérieur fortement présents à cette conférence d'entente nationale de mettre sur la table les différentes préoccupations et surtout les propositions pouvant les atténuer. Quelques jours après donc la conférence, nous accueillons sur le plateau de votre émission Entre nous pour évoquer avec eux les acquis de cette conférence. Et pour en parler, nous avons comme invité ce soir Traoré Oumou Touré, présidente de la CAFO. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et puis juste à côté d'elle, nous avons Mahamadou Kamara, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui représente ici le ministère de l'extérieur. Des Maliens de l'extérieur. Des Maliens de l'extérieur. Monsieur Kamara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, oui. Et puis en face d'eux, nous avons monsieur Aïdara Chérif. Vous représentez ici le CSTM. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Exactement. Et juste à côté, Ould Bagnan, qui est le président des jeunes, bien entendu, de CNJ Mali. Merci. C'est ça. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous suivre sur TM2. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'ère à laquelle, dans quelle partie du monde vous nous recevez. Bienvenue à tous. Le tout premier point, monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence d'entente nationale pour commencer ce débat? Bon, merci de m'avoir donné la parole et bonsoir à tous ceux qui me regardent. Je pense que j'ai retenu le principe même de l'organiser, c'est-à-dire une conférence d'entente nationale est à organiser dans un pays qui vit une crise depuis plus de combien d'années. Et le processus était consigné quelque part dans les accords, donc il fallait le faire. Donc je pense que c'est un engagement pris par tout le monde qui devrait être honoré. Et en plus, je retiens le caractère, la mobilisation, c'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs concernés par la crise et aussi l'intérêt que le peuple malien avait par rapport à cette conférence. J'ai retenu ces quelques éléments. Peut-être on va en parler dans... Donc, vous représentez ici l'État, mais en même temps aussi le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. J'imagine, comme tout le monde, vous y étiez satisfait de cette rencontre. Et bien sûr. Et je voudrais, au nom de M. le ministre des Maliens de l'extérieur, de M. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, remercier TM2 de nous avoir conviés à cette émission. Naturellement, les Maliens de l'extérieur sont satisfaits de ce qui s'est passé, parce qu'on est arrivé à mettre ensemble toutes les composantes de la nation malienne qui ont parlé, peut-être avec un peu de passion, mais avec beaucoup de patriotisme et beaucoup de réalisme des problèmes de l'heure. Donc, M. Aïdara, il a souligné, les Maliens de l'extérieur, on vous a convié et vous êtes venus massivement à cette conférence. C'était très important pour vous de participer? Merci pour l'invitation, pour participer à ce débat qu'on vous appelez entre nous. Et au nom de tous les membres du Conseil supérieur de la diaspora malienne, et nous avons été très satisfaits par la façon dont le débat s'est déroulé. Mais au départ, on n'a pas été conviés à temps. On a reçu très tardivement le TDR. On a été conviés à une rencontre avec le médiateur. Donc les bases n'ont pas eu le temps de réagir. Et malgré tout, vous avez tenu à y être? Oui, absolument, parce qu'il y a une bonne partie qui voudrait savoir ce qui allait se passer. Et on ne pouvait pas rester en marge. Et notre surprise et notre satisfaction très agréable, une surprise très agréable était quand le médiateur a fait son exposé. Il a bien souligné que ce processus va continuer et que tout le monde, toutes les bases auront le temps de contribuer. Donc, effectivement, le président de la République a dit que c'est un terrain qui démarre et chacun prendra, rentrera dans le terrain à la gare qui lui convient. Donc, pendant tout ce processus, nous avons vu et tout le monde prendre le train en marche. Et la gare qui est la destination finale, qui est la destination de l'entente et de l'unité nationale, qui est la gare de Mali,
et la paix et l'unité nationale. Vous pensez que les bases sont déjà jetées? Absolument. Et c'est irréversible même, je dirais. Monsieur Ould Bagna, vous étiez les jeunes et surtout aussi on a vu que vous étiez très actif au cours de cette conférence. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de parler de cette rencontre extrêmement importante pour nous. Je pense que la conférence nationale d'entente a été un cadre idéal pour permettre que nous avons pris comme un débat intergénérationnel pour permettre d'être au cœur de l'événement. Donc nous avons salué le processus de mise en œuvre de l'accord, parce que ça a été bien consigné dans l'article 5 de l'accord de la conférence nationale d'entente, où beaucoup de choses devaient être discutées, notamment la fameuse question de l'Azawad, qui devait être discutée. Pour cette conférence nationale d'entente a été un cadre d'abord pour que les Maliens retracent un peu un malaise depuis un certain temps et de pouvoir signer un contrat social, de vivre ensemble, d'unité nationale, de paix, de réconciliation. Et je crois que si aujourd'hui il y a une couche qui doit s'en réjouir, c'est la jeunesse. Parce que je crois que cette conférence a été un cadre pour permettre d'avoir un Mali meilleur, un Mali où les populations, les communautés vont vivre en symbiose. Et je crois que c'est pour tracer un chemin pour la jeunesse, pour le futur. Aïdara, je l'ai souligné au moment de mon introduction, la conférence était le lieu de se parler entre Maliens et en toute franchise. Dites-nous, est-ce que les choses se sont déroulées ainsi? Est-ce que vous avez parlé entre Maliens? Tout à fait. Et nos délégués ont participé à toutes les 3 commissions, c'est-à-dire paix, réconciliation et unité. Et les débats ont été très francs. Les gens se sont exprimés, c'est vrai, comme a dit M. Camara, des fois avec passion, mais il était nécessaire. Il était nécessaire de dire ce qu'ils pensaient réellement. Et au deuxième jour de la conférence, nous avons vu la délégation qui est venue d'Anifis et de Burkina Faso et de la Mauritanie. Leur contribution a été extrêmement importante pour nous, les Maliens de la diaspora. Et surtout qu'il n'y a pas que la diaspora, il y a également les forcés des immigrés dans les pays voisins. Leur contribution a été très appréciée, les débats étaient très francs et on a découvert un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu le savoir si ce n'était pas au cours de cette conférence. Moi, je peux dire que ça a été très très productif. Est-ce qu'on a touché réellement du doigt les causes profondes, Tanti? Bon, ce que je peux vous dire, en fait, comme ils l'ont dit, on ne va pas se répéter, la conférence a été un lieu d'échange réel entre les Maliens, toutes sensibilités confondues. Il n'y avait pas eu cette catégorisation jeunes, femmes, etc. Tout le monde s'est exprimé. Et vous savez, ce qui a été la grande réussite même de la conférence, c'était l'espace était très très apaisé. Il n'y avait pas de tension entre les personnes, mais il y avait des passions par rapport au sujet. On sentait que tout le monde avait quelque chose sur le cœur, il fallait le dire. Mais il n'y avait pas de problème entre les personnes. Mais est-ce que ceci a permis de toucher les causes profondes? Oui, c'est-à-dire comme nous avons... C'était un groupe hétérogène. Chacun a quelque chose sur le cœur. C'est pour cela qu'il fallait organiser cette rencontre. Ce qui est problème peut-être pour moi ne l'est pas pour toi. On a entendu les régions, d'abord on a vu les rapports, les problèmes, la cartographie des problèmes par région, on a vu la cartographie des problèmes par secteur, on a vu la cartographie des problèmes du point de vue des réfugiés, des immigrés, de tout le monde. Donc les problèmes ne peuvent pas être les mêmes, mais c'est des problèmes liés, si on dit à quel secteur, on peut dire que c'est des problèmes de gouvernance, des frustrations internes, il y a une crise, ce qu'on peut même dire, il y avait une crise identitaire. Chaque Malien en parlant dit, telle chose n'a pas été faite chez moi, alors qu'on fait ça ailleurs. Donc les gens ont compris vers la fin que vraiment il faut faire des choses au Mali. Et l'apaisement est venu du fait qu'on a échangé, on a compris que le Mali a des problèmes de développement, on a compris qu'il faut traiter les Maliens de manière égalitaire,
On a compris que le problème des jeunes, du chômage, de la pauvreté, de la mauvaise gouvernance, des ressources humaines, du manque de respect pour les usagers, les populations qui vivent des situations pour lesquelles on n'a jamais... Apparemment, tous les sujets ont été évoqués. Tous les sujets ont été, je ne peux pas les classer ici par d'autres d'importance. C'est important pour toi par rapport à ce qui te ressent et qui te fait souffrir. Donc c'est pour cela que j'évite la catégorisation. Tous les problèmes ont été discutés. Donc, vous l'avez dit, les préoccupations étaient nombreuses, mais quelles étaient principalement les vôtres? Les femmes, c'était la sous-représentation. On ne peut pas comprendre, c'est inacceptable qu'au 3e millénaire, que les pays refusent. Et surtout que l'argument qu'on dit, bon, les femmes, etc., elles défendent des idées d'ailleurs. Nous, dans notre société, la femme est le pilier de la famille, c'est le pilier de la société, c'est l'espoir des uns et des autres. Si ces femmes crient aujourd'hui qu'elles ont des problèmes, elles doivent être entendues. Parce que là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Donc on a dit que nous vivons des situations. La situation de la crise, les retombées, c'est sur les femmes. Nous sommes veuves, on n'a jamais dit aux gens de nous rendre veuves. Nous avons des orphelins avec nous, on n'a jamais demandé. On n'a jamais demandé l'avis des femmes pour faire une crise. Si on demandait l'avis des femmes, nous donnons l'avis, nous n'allons jamais choisir une guerre pour résoudre un problème. Donc nous avons parlé. Et unanimement, ce qui nous a plu, nous, de la ville, c'est que les femmes qui sont venues d'ailleurs nous ont imposé en disant qu'il faut qu'on obtienne la paix maintenant et maintenant. Elles ne sont pas venues ici pour des discussions stériles, elles ne sont pas venues ici pour des propositions qui ne verront jamais le jour. Elles sont venues ici pour qu'il y ait la paix, parce que ce sont les enfants des femmes qui meurent. Exactement. Donc ça a été un succès et un acquis pour nous. Donc les préoccupations à votre niveau, M. Camara? Et les préoccupations avaient été largement prises en compte, parce que vous savez... Donc quelles sont les préoccupations que vous avez soulignées lors de cette conférence? Ça tourne essentiellement autour de la gouvernance. Parce que pour nous, quand il y a des problèmes de gouvernance, au niveau de la société, il s'écrit forcément un malaise. Et les problèmes de gouvernance au Mali ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça fait un bout de temps que ça existe. Et tout le monde le sait, tout le monde en parle. Et donc, même les populations du Nord, leur frustration, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de développement dans le Nord. Mais pourtant, beaucoup d'argent a été investi dans le Nord, dont on ne voit pas la trace. Donc ça voudrait dire tout simplement que les ressources qui étaient destinées au Nord n'ont pas été entièrement investies au Nord et de façon satisfaisante. Donc cela veut dire qu'il y a des problèmes de gouvernance qu'il faut régler, et il faut discuter, il faut dialoguer, parce qu'entre frères, il faut se parler. Quand on ne se parle pas, le mur de méfiance s'épaissit, les fossés s'agrandissent, et donc chacun peut penser des choses qui n'existent pas. Exactement. Voilà. Donc, Monsieur Aïdara, parmi vos préoccupations, j'imagine, vous avez profité de l'occasion pour souligner que généralement, on ne vous implique pas dans la gestion du pays, alors que vous comptez, vous représentez beaucoup. Oui, justement, M. Camara a bien parlé d'une mauvaise gouvernance. Et cette conférence, pour nous, c'est une conférence pour réécrire un nouveau contrat social, c'est-à-dire à tous les niveaux. Avant de parler de la gouvernance, j'aimerais parler d'une chose qui est extrêmement importante. Et la frustration, elle n'est pas simplement de la gouvernance. La frustration, elle est liée à des promesses non tenues par l'État et aussi qui s'est succédé en fait pendant très longtemps. Il a parlé de l'investissement qui a été fait par, enfin en tout cas de l'argent qui est sorti du Trésor ou nos partenaires de développement qui ont donné. Vous savez, nous avons essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et beaucoup de personnes sont convaincues que cet argent a été pris ici au Mali et cet argent a été envoyé au nord pour investir et que c'est les nordistes qui sont enrichis eux-mêmes et ils n'ont pas développé les régions. Quel argent vous parlez de? Je parle de l'argent, l'investissement, l'aide de développement. Que vous envoyez? Non, je parle de l'extérieur. Voilà, pas de Mali de l'extérieur. Je parle en général du gouvernement malien. Voilà, parce que je parle de ce que c'est important. C'est important de bien préciser. C'est bien précisé. Voilà, l'aide de développement qui est destinée au nord. Mais nous avons découvert en fait une surprise pendant cette conférence. Parce que moi, je circulais entre les trois commissions. Et j'ai découvert qu'eux-mêmes, les nordistes, qui sont du nord, et la chemin et la plateforme
se plaignent de ne pas avoir reçu cet argent. Alors, je me suis posé la question. Il dit, attention, nous disons que tout ce qu'on donne au Mali, vous avez 50%, et chaque fois que c'est fini, vous créez des problèmes, vous en demandez encore davantage. Et vous n'avez pas plus droit que les autres. Et vous dites que vous n'avez pas eu l'argent. L'argent est allé où? Donc, il y a cette question-là qui reste pendante, qu'il faut régler, parce qu'aujourd'hui, ils demandent un investissement égalitaire, mais les mêmes personnes disent que nous n'avons pas reçu de l'argent. Et nous autres qui observons, disons que l'argent a été bel et bien envoyé. Alors, de ce point de vue, il y a quelqu'un de la CMA, et même de la plateforme également, qui ont demandé de faire l'audit de l'argent qui a été envoyé au nord. Si c'est sorti du trésor public malien, cet argent est allé où? Pourquoi je parle de cet argent? Parce que cet argent, il est obtenu par nos partenaires au développement et aussi les ressources de l'État. Nous, les Maliens de la diaspora, nous, cette année, enfin l'année dernière, je veux dire 2016, on a fait 15,2% du PIB du Mali. Le ministère du Mali de l'extérieur est le ministère le plus important du Mali. Tu mets le ministre des Finances, tu mets le ministre de la Défense, tu mets le ministre de Finances et Économie, Défense et Affaires étrangères, et tous ces ministères, c'est le ministère le plus important que tous ces ministres réunis. Vous allez me demander pourquoi il est plus important. Alors, parlons de la défense. La défense, c'est l'intégrité du territoire, la sécurité de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, à partir de Ségou jusqu'à Kidal, on n'a pas une guerre civile parce que nous, la diaspora, on envoie de l'argent directement à nos familles. Donc ce n'est pas par les militaires qu'on n'a pas une guerre civile, c'est à cause de la diaspora qu'il n'y a pas une guerre civile. Il faut que ce soit très clair. Ça vous fait rire. Ça vous fait rire, vous comprenez? J'imagine que vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train d'évoquer, avec ce qu'il est en train de souligner. C'est mon avis. On envoie de l'argent. L'argent que nous apportons, quand notre ministre des Finances négocie avec le fonds et la banque, c'est des va-et-vient, c'est de l'argent de contribuable qui est dépensé et des cabinets de lobbying qui sont payés pour obtenir le prêt. Le prêt est remboursé par qui? Par tous les Maliens contribuables. Vous savez, nous apportons, on a apporté 800 milliards. C'est-à-dire tout le développement réuni, c'est que les Maliens de la diaspora rapportent au Mali des dépenses. Donc ce ministère-là, nous estimons que c'est le ministère le plus important. Et c'est le ministre le plus important. Et vous souhaitez que désormais qu'il y ait une égalité, c'est-à-dire qu'on nous traite d'une façon égale et que les autres ministères. Voilà un ministère qui est sans budget. Mais je vous dis sans budget. Quand il y a un problème aujourd'hui, quelque part, ce ministre, il faut qu'on court pendant 15 jours, 20 jours, une semaine, enfin 15 jours, 20 jours, des semaines, je veux dire, sans avoir l'argent pour faire rapatrier ces Maliens. Comment voulez-vous que nous apportons beaucoup plus d'argent que n'importe quel ministère dans ces pays et que notre ministre soit le ministre le plus pauvre du pays? Notre ministère n'a pas un budget adéquat. Nous, c'est une frustration. On voulait parler de ça à la conférence, mais nous avons demandé les États généraux sur la concertation de l'immigration malienne. Au cours de ces États généraux, nous allons débattre tous ces problèmes et on sortira un document qu'on proposera au ministre. On aimerait au moins retrouver ce que nous investissons pour stabiliser le Mali. Parfait. Donc, Monsieur Oulepagna, la jeunesse, j'imagine, c'était surtout l'éducation, le chômage. Il y a plein de préoccupations. Absolument. Moi, je crois qu'on a dit que la jeunesse, on pense que c'est un nouveau départ parce que pour la première fois, on a eu quand même droit à cette conférence de pouvoir plaider. On a eu vraiment un cadre de pouvoir spécifiquement les femmes et les jeunes, de pouvoir donner notre avis et que l'avis soit pris en compte à un certain niveau. Dignement. Voilà. Donc moi je pense que... Dignement, je n'ai pas compris. Oui, dignement, ça veut accepter comme une réalité, un droit. Absolument, ça a été pris parce que nous savons que les jeunes et les femmes sont les sensibilités les plus importantes, mais les plus talonnées par tous les systèmes dans la gouvernance, parce que nous formons aujourd'hui, numériquement, nous sommes une force, nous sommes la majeure partie de la population, nous faisons le poids de la population, mais nous sommes toujours mis au 2e ou 3e degré. Moi, je crois que pour l'instant, c'est un pas extrêmement important pour nous de dire que c'est vrai, les jeunes, vous travaillez pour nous, mais ce que nous avons beaucoup aimé, ce que nous avons beaucoup dit dans ça, c'est de dire que dans ce pays, il faut une alternance.
il faut une alternance. Et vous pensez, est-ce que la jeunesse est prête? Non, la jeunesse, elle est vraiment prête. C'est pas. Elle a montré de quoi il s'agit. Vous le côtoyez au quotidien, Traoré, ou est-ce que vous pensez qu'elle est prête, cette jeunesse a montré d'abord ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est délaissée. Est-ce qu'elle est prête? Elle est délaissée par la question de chômage. La question, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que cette jeunesse est prête, sincèrement? Mais bien sûr qu'elle est prête. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir tout ce que le Conseil national de la jeunesse du Mali est en train de faire. Vous êtes le Conseil national de la jeunesse du Mali, c'est la première fois qu'on lui donne un certain chapeau de monter et dans toutes les grandes décisions et dans toutes les grandes instances. Mais vous allez voir, c'est quand même un double langage. Quand vous voyez aujourd'hui, tous les gouvernants, ils mettent dans les grands discours la question de jeunesse au cœur des événements, la question de jeunesse. Mais il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, la jeunesse, ce n'est plus hier, demain. La jeunesse, c'est d'abord aujourd'hui. Demain en fait partie. Et aujourd'hui, les grands discours ne marcheront plus. Exactement. Il faut que pour travailler, comme on le dit, si vous travaillez pour moi, sans moi, c'est que vous travaillez contre moi. Oui. Mettez les jeunes au cœur des grandes décisions, au cœur des événements, au cœur des réflexions. Aujourd'hui, on a une jeunesse productive. On a une jeunesse innovante. Mais une jeunesse productive qui n'est pas suffisamment formée, est-ce que vous pensez que cette jeunesse, on peut la faire confiance? Bon, moi je pense que le problème de la jeunesse est une responsabilité commune, un défi national. Parce que le jeune, il est jeune, il doit être encadré, coaché, conseillé, orienté. Et je pense que quand on prend le jeune comme l'adulte, ça ne va pas. Et les adultes ont cette responsabilité. Aujourd'hui, c'est à nous de rendre notre jeunesse très productive, très consciente. Et une jeunesse mature. Et si on laisse les jeunes pour laisser compte, ils vont dévier. Et c'est ce qu'on a constaté. Il y a une décennie de cela, les jeunes revendiquent dans la violence. Les jeunes, quand on se retrouve dans un cadre, souvent on ne se comprend pas. Ils utilisent vraiment des pratiques qui ne sont pas très propres à nous. Et ce qu'on a vu avec cette conférence, et d'ailleurs avant la conférence, nous avons vu que nos jeunes, nos enfants ont changé de manière. Ils viennent idée contre idée et avec beaucoup de négociations. Parce que chaque fois qu'ils t'approchent maintenant, tu sens que c'est des jeunes qui ne sont pas des tonneaux vides avec le temps. Parce que l'expérience, personne n'a eu l'expérience à l'école. Personne n'a eu l'expérience à l'école. Et puis apprendre aussi sans avoir un coach, ça veut dire que tu n'as pas de référence. C'est comme si tu lis quelque chose, tu ne dis pas ta source. La jeunesse a besoin de nous pour être les références de cette jeunesse. Et c'est une responsabilité. Voilà. Certaines de vos propositions ont été prises en compte, donc j'imagine, à quoi vous attendez exactement dans la charte pour la paix? Vous savez, il faut qu'on crée des espaces propres aux femmes et aux jeunes. Nous avons des problèmes. Je ne sais pas, souvent, quand on parle de ces problèmes, on les voit en revendication. Mais c'est des revendications légitimes. Tu ne peux pas décider à ma place, alors que mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Tu ne peux pas parler à la place d'un jeune parce que ces problèmes ne sont pas tes problèmes, mais l'ensemble des problèmes des jeunes et des femmes et des hommes constitue le problème de la nation. Si on veut que les problèmes des femmes soient les problèmes des autres, ce n'est pas possible. Les femmes, ce sont des femmes. Elles ont des problèmes spécifiques liés à leur biologie et à ce qu'elles font dans ce pays. Concrètement, quelles propositions vous avez faites? Donc nous avons fait, parce que très longtemps, on nous engloutit dans le général. Nous sommes d'accord travailler avec le général, mais nous voulons que spécifiquement qu'on nous écoute. Tous les événements nationaux, on dit société civile. Société civile, c'est un fourre-tout. Et les gens parlent au nom de toute la société civile. Là, je ne suis pas d'accord. C'est pas un fourre-tout. Oui, si je dis un fourre-tout, c'est tout le monde. Oui, d'accord. Et quand quelqu'un vient parler au nom de tout le monde, les spécificités disparaissent. Les jeunes, les adultes, tout le monde. C'est-à-dire un fourre-tout, ça veut dire qu'il y a tout le monde, les jeunes, les femmes, les aveugles, les bords, les spécificités. Mais il y a des spécificités. Si moi je suis société civile et que je suis handicapé, je préfère qu'on me donne la parole, moi handicapé, que je parle de mon problème, parce que handicap, ça me touche. Mais quand je suis société civile en tant que femme, qu'on me donne vraiment l'opportunité de parler de ma maternité, des problèmes que je rencontre. Mais il y a beaucoup de femmes également qui ne font pas part de la société civile, ma soeur.
qui ne font pas partie d'une structure qui font de la société civile. La société civile commence au niveau individuel, au niveau du citoyen, même si tu ne t'engages pas dans une structure. Il y a les organisations de la société civile et la société civile. Toute la population malienne est société civile. Mais il y a des organisations qui se sont créées pour défendre cette société civile. Donc pour moi, même si une femme qui ne s'engage pas... Comme CAFO. Oui, CAFO a existé depuis très longtemps et on a fait nos preuves. Et puis on sait que toutes les femmes ne peuvent pas venir militer. On ne demandera même pas ça à cause de la surcharge, elles ont autre chose à faire. Mais nous avons décidé d'être les porte-parole des femmes, des voix des femmes. Et c'est ça l'exercice. Quand on parle, on dit qu'il y a d'autres femmes. Les autres femmes, on sait ce qu'ils vivent. Nous venons des villages, nos grand-mères sont des femmes, nos mamans sont des femmes. Elles n'ont jamais milité. Nous sommes des villageoises, nous sommes venus à Bamako. Peut-être la génération de nos enfants peuvent nier les réalités de la femme malienne. Nous la portons. Et au niveau masculin, ils parlent au nom de tous les hommes, mais nous n'avons jamais vu d'homme rural qui est venu concerter un homme urbain pour lui dire de prendre. Mais les hommes prennent les préoccupations des hommes en charge. C'est pour cela que nous nous donnons le droit de parler au nom des femmes que nous connaissons. Donc en fait, ce n'est pas un problème aussi de femmes, en vérité. On veut faire comprendre aux hommes que le problème des femmes est un problème national. C'est un problème d'hommes et de femmes. La femme ne peut pas ressortir du cadre familial, des relations hommes-femmes. La femme est la femme de quelqu'un, la femme est la mère de quelqu'un. Donc quand la femme a un problème, on ne veut pas que chaque fois on nous stigmatise, nous les organisations de défense, en nous disant pourquoi on parle de la femme. On veut que les hommes s'associent à nous aujourd'hui, dans nos cadres. On veut qu'on nous donne des espaces vraiment mûris. Au lieu de nous stigmatiser, c'est des femmes égarées qui sont parties prendre des idées d'ailleurs. Nous travaillons dans la droite ligne des politiques nationales. Si nous travaillons avec des idées extérieures, ça veut dire que nos politiques sont calquées de l'extérieur. Nous travaillons comme les hommes avec les mêmes idées. Et nous sommes les gardiens des valeurs culturelles. Nous ne pouvons pas laisser nos valeurs au profit d'autres valeurs. Exactement. En ce moment, le Mali va cesser d'exister. Donc nous sommes partis demander des cadres où on nous écoute, des cadres où nous parlons de nos préoccupations, mais que les hommes nous aident aussi à régler nos Donc, j'imagine les hommes sur ce plateau, vous allez l'aider. En fait, juste avant de donner la parole, la femme, elle ne peut être que de l'une des quatre choses. Ou c'est votre fille, ou c'est votre femme, ou c'est votre soeur, ou c'est votre mère. Donc, nous les hommes, on traite ces femmes selon ces quatre catégories. Donc, quand on le fait, souvent, on se met dans une position de décider à votre place. Ce n'est pas justement le cas. Et aujourd'hui, nous avons 53 à 54% de la population malienne et les femmes. Et en parlant de jeunes, 75% des Maliens ont moins de 35 ans, ma soeur. Donc ça veut dire que la population malienne est jeune. Donc on n'a même pas d'avenir sans cette population. En parlant de la diaspora, ce que je connais le mieux, vous savez, il y a 20 ans, 15-20 ans, c'était des jeunes garçons qui partaient, des hommes qui partaient. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes filles qui partent. Nous avons près de 45% aujourd'hui, sont des filles et des femmes qui partent à l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc nous sommes très conscients de ce qui arrive à nos sœurs et à nos filles, et à nos mamans. Et j'avoue que si on pouvait, moi à mon avis, si on pouvait changer l'alternance dont dit mon frère Sidi, si on pouvait vous confier la gestion juste pour un mandat. Mais pourquoi pas? Mais justement, ma soeur, mais juste pour un mandat, on va voir comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. On gère même ceux pour lesquels on ne nous a pas concertés. Nous pouvons vous gérer. Vous comprenez, ma soeur? Moi, je pense que c'est la force montante de vraiment du rapport femmes-jeunes. Je crois que c'est elle qui est la force gagnante. Parce que quand il faut le confier au moins c'est un mandat comme dit Aïdara. Quand vous voyez une femme quelque part, regardez un jeune, s'il n'est pas à côté, il n'est pas loin, il est dans le couloir. C'est vrai. Parce que je crois que les deux cheminent ensemble. Exactement. Et je pense que ce pays, nous avons eu malheureusement, nous sommes en train de voir dans d'autres pays qui sont à leur deuxième alternance politique. Et nous voyons qu'au Mali, encore c'est toujours une rondelle. C'est toujours du déjà vu. Et on ne peut pas demander à cette jeunesse d'avoir de l'expérience. On ne peut pas demander à cette jeunesse d'avoir ce que vous n'avez pas créé les conditions de lui donner. Aujourd'hui, on nous demande d'arracher. On veut nous amener sur une autre scène. Parfait. Pour nous dire que les choses doivent être arrachées. Voilà. Camara veut réagir.
Je voudrais commencer, avant de parler de jeunes et de femmes, et pour conforter un peu ce que M. Haïdara a dit. Vous savez, les Maliens de la diaspora, il y a eu des moments, il y a une trentaine d'années, où les gens faisaient 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire au Mali. Et pourtant, la situation n'a pas sauté. Parce que justement, la diaspora était là. Donc, le rôle de la diaspora, ce n'est pas seulement au niveau des transferts financiers qu'on donne globalement. Ça joue sur la stabilité des ménages et même des zones de départ, depuis très très longtemps. Donc, c'est pour conforter ce qu'il a dit là-dessus. En ce qui concerne le problème... Donc, vous voulez que le ministère soit plus aidé? Absolument. Mais c'est un bon plaidoyer, on n'en disconvient pas, on est d'accord. C'est indispensable. C'est un pool de développement, mais amener l'argent. Je vais vous dire, ma soeur. Je vais vous dire, ma soeur, sans couper Camara, si on arrête d'envoyer l'argent pendant un mois, ORTM va cesser de mettre. Donc, là, c'est une autre histoire. Et c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, en ce qui concerne le ministère des Maliens de l'extérieur, mais il se débat comme il peut, mais nous savons toutes les difficultés qu'il y a. C'est-à-dire, nous disons, les Maliens de l'extérieur ne sont pas des Maliens à part, ce sont des Maliens à part entière. Mais en réalité, on a le sentiment qu'ils ne sont intéressants que quand on leur demande d'envoyer de l'argent au Mali. C'est tout. Alors qu'il y a beaucoup d'autres tableaux sur lesquels nous pouvons jouer. Est-ce que vous savez qu'il y a des Maliens de la 2e, de la 3e génération qui sont des élus dans certains pays? Le retour d'expérience de la diaspora, on l'a longtemps demandé, sans l'avoir. Nous avons été dans beaucoup d'endroits pour aller expliquer comment fonctionne une diaspora. Des gens qui se sont mis dans les créneaux que nous leur avons conseillés et qui nous ont dépassés. Le Sénégal vient d'annoncer des députés pour les Maliens de la diaspora. Justement, j'allais souligner, j'allais en venir parce que ça a été l'une de vos propositions. Tout à fait. Ça a été l'une de vos propositions au niveau de la conférence. Est-ce que vous attendez que cette proposition soit prise en compte dans la charte pour la paix? Il va terminer, je vais... Donc, nous avons demandé, depuis le comité d'experts pour la révision de la Constitution, la création de circonscriptions électorales pour élire des députés de la diaspora malienne. Au moins un député. Comment un député? On veut 1 sur 10. Ah, vous voulez 1 sur 10? 1 sur 10, 15 députés à l'Assemblée. La loi dit qu'il y a à un député correspond un certain nombre de populations. Nous invoquons le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. C'est une question d'équité. Alors, avant de sortir, pour parler rapidement de questions de jeunes et de femmes, vous savez, c'est un sujet, souvent, quand on m'en parle, moi, je le regarde avec beaucoup de distance. La société malienne est une société qui a énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Pourquoi? Mais les jeunes et les femmes sont dans la société, ils ne sont pas en dehors de la société. Et donc, en réalité, tous les problèmes que notre société connaît, est-ce que ces problèmes, on les connaît sans les jeunes et sans les femmes? Donc, cela veut dire tout simplement que la société malienne dans son ensemble doit être revue avant qu'on ne reparte sur des bases beaucoup plus simples. Quelqu'un a parlé de nouveau contrat social. C'est-à-dire les femmes sont des compléments indispensables de l'homme. Indispensables. On ne peut imaginer aucun développement dans un pays sans les femmes et sans les jeunes. Mais encore faudrait-il qu'on ait la qualité qu'il faut pour impulser ce développement-là. Donc le principe du calcul numérique, il y a ça, il faut mettre 30%, 40% là. Je suis quelqu'un qui défend très bien l'égalité, mais les égalités mécaniques, je ne pense pas que ça soit efficace. Mais il faut éviter, il faut combattre toutes les barrières qui peuvent empêcher les jeunes et les femmes de monter. Je suis d'accord pour ça. Okay. Donc, voilà, vous l'avez dit. On va lui donner la parole, je ne m'impose pas, mais quand même, si ça passe, ça risque de jouer sur le reste du débat. Je partage son avis parce que c'est son avis à lui. Je pense que ce que les femmes demandent aujourd'hui, les femmes même ne demandent pas à avoir des cadeaux. Hein. On a dit... Non, les droits, c'est les droits humains. Les droits humains des femmes ne sortent pas des droits de l'homme en général. C'est une certaine reconnaissance d'un certain nombre de problèmes que la femme rencontre présentement dans une société qui est en train d'évoluer d'une certaine manière. Il l'a dit, c'est la société qui est malade. Il dit que la société est malade. Il dit que la société est malade, les femmes et les jeunes ne sont pas en dehors de la société. Effectivement, c'est le cri de cœur des femmes. La société est malade, mais il faut appeler les gens, mais elles ne sont pas les décideurs pour appeler les gens. La société est malade, mais il faut réformer, ce n'est pas les femmes qui réforment. Très bien. Et nous voudrons être dans les espaces pour dire encore ce que vous venez de dire, ça ne va pas. Nous sommes des acteurs, nous sommes des bénéficiaires des problèmes, mais nous n'avons pas les espaces nécessaires et on n'a pas l'écoute nécessaire. On ne dit pas différemment. Et nous ne voulons pas aussi les choses mécaniques. La femme, elle est citoyenne comme les autres.
Ce n'est pas tous les hommes aussi qui sont compétents. Il y a des hommes qui ne sont pas compétents, pourtant on les met. C'est en apprenant que tu apprends. Mais si tu n'es même pas dans l'espace, on attire l'attention des gens, pas pour avoir des choses non méritées, mais que nous soyons dans des espaces pour apprendre, exercer, comprendre, donner notre avis par rapport aux problèmes de société qui se posent. C'est de ça qu'on parle. Vous venez de le souligner dans vos propositions tout à l'heure. Donc, une seconde, je vous pose la question. Très bien. Au niveau de la diaspora, vos propositions, j'imagine, c'est vraiment avoir une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Vous y tenez. Tout à fait. Et vous savez, on a eu ce problème. Si vous regardez de très près, c'est purement et simplement une question de discrimination. Nous, les Maliens de la diaspora, on est discriminés. Les femmes sont discriminées. Les jeunes sont discriminés. Les Indes Nord sont discriminés. La question, elle est purement et simplement discrimination. On revient à une revendication. Quand on n'a pas un interlocuteur en face, on passe à la violence. Donc, on a eu la chance de se retrouver tous ensemble dans le processus de l'Alger, qu'on discute, qu'on se met d'accord sur l'article 5 et on signe un nouveau contrat social. Alors, pour revenir à la diaspora, un Malien sur 3 vit en dehors du Mali. Un Malien sur 3. Un des, elle est de la diaspora. Si vous prenez par là aussi, vous devenez de la diaspora. Alors, si on est un Malien sur 3, on est tous égaux devant la loi. Comment pouvez-vous décider pour notre compte sans nous impliquer? Nous avons une Assemblée nationale qui a une commission des affaires étrangères. Il n'y a qu'une seule personne qui vit encore de l'extérieur. Ce n'est pas admissible. Donc nous disons, au-delà de l'égalité, notre nombre est 1 sur 3, notre apport économique, et nous pouvons contribuer à changer les problèmes que le Mali vit actuellement. Nous le faisons déjà. Donc nous disons que cette discrimination doit cesser. On doit avoir des députés, un groupe parlementaire à l'Assemblée qui va pouvoir discuter de nos problèmes, proposer des solutions au sein de l'hémicycle. Vous savez ce que moi je viens de l'Assemblée tout à l'heure, j'ai rencontré la commission loi. Vous savez ce qu'ils ont prévu, c'est de changer le Haut Conseil de collectivité au Sénat. Et je crois qu'ils prévoient donner 2 sénateurs aux Maliens de l'extérieur. Mais on n'est pas d'accord. Vous savez... Vous l'avez dit, j'espère. Mais je l'ai bien dit, voilà. On n'est pas d'accord. Le Sénat n'empêche pas les députés à l'Assemblée. Nous voulons avoir des sénateurs, comme le nombre qui nous reviendra de droit. Nous voulons avoir un député sur 10 doit être de la diaspora. Maintenant, les critères d'éligibilité, on peut le voir ensemble. Le Mali a toujours été le pionnier dans beaucoup de choses. Je parle de la diaspora, je suis de la diaspora. Nous avons pu élaborer la meilleure politique de l'immigration au monde. Tous les pays nous ont copié pratiquement. Imam Malik disait quelque chose que pour mieux comprendre ou faire la différence entre 2 choses, il faut les comparer. Alors, le Sénégal, qui s'est approprié de la PONAM, la politique de l'immigration malienne, a déjà des députés à l'Assemblée. Nous encore, on nous parle de coûts. Ils disent, bon, ça va ajouter des coûts supplémentaires sur l'Assemblée. Nom de Dieu. Les 800 milliards que nous avons apportés, on peut enlever le coût là-dedans. C'est bien compris. Non, les jeunes, je vais vous poser la question. Les jeunes, à quoi vous vous attendez dans la charte pour la paix? Non, moi j'ai parlé un peu de ça parce que je dis que cette charte-là, c'est pour le Mali de demain. Le Mali de demain, c'est cette jeunesse. Tout à fait. Si aujourd'hui, on crée les conditions nécessaires pour donner un héritage potable à cette jeunesse, c'est qu'il va avoir un Mali meilleur. Si on nous crée un cadeau empoisonné, on créera un Mali qui ne sera jamais debout. Parce qu'il faut cette jeunesse pour tenir qui est la base et les piliers de la nation. Je dis, moi j'étais dans la commission unité nationale où j'étais le deuxième rapporteur. Je dis, l'unité nationale se construit autour de la jeunesse. La réconciliation en est autre chose, la paix en est autre chose, mais l'unité nationale se crée autour de cette jeunesse. Si cette jeunesse n'est pas prise en compte, si cette jeunesse aujourd'hui on crée
comme c'est pour aider, c'est pour dire ce que Aïda Chérif, a dit, oui. Au Mali, nous sommes les plus grands concepteurs de documents. En conception de documents, il n'y a pas mieux. Mais en exécution, c'est autre chose. Oui. Et vous voulez que, Je pense que vous voulez que ceci soit, qu'on mette fin à cela. Nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons le meilleur document de fêtière de jeunesse dans la sous-région. Quand nous avons créé le Conseil national de la jeunesse au Mali, on peut compter les pays qui avaient déjà le Conseil. Et on avait les meilleurs documents. Exactement. Aujourd'hui, quand nous sommes juste à quelques minutes de la fin. Je veux faire un dernier tour de table. Vous l'avez souligné, Traoré Oumou, tout ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est que cette crise cesse définitivement parce que vous êtes des mamans, vous êtes des sœurs, vous êtes des épouses. Des citoyens. Vous êtes des citoyennes aussi à part entière. Donc concrètement, comment on va mettre fin à cette crise pour terminer cette émission? Vous savez que au départ, je vous ai dit que la réussite de cette conférence, c'est une rencontre populaire. Nous l'avons dans nos habitudes culturelles, que les gens se rencontrent, qu'ils se parlent et en famille, on essaie de faire aller. Parce que tout le monde a dit ce qu'il doit dire et puis bon, chacun est satisfait. Vous avez vu quand la diaspora a parlé, ils ont parlé de leur frustration. Ils disent, nous avons l'impression que nous ne servons qu'à amener de l'argent. Tu vois que c'est frustrant. Les jeunes et les femmes, nous sommes frustrés parce que nous avons l'impression que nous ne servons qu'à être mobilisés pour servir. Et se servir de nous, on est incapable de servir. Donc nous aujourd'hui, notre cri de cœur, c'est de nous utiliser comme composante capable de servir le Mali. Et la paix, c'est un comportement. Nous l'avons dit dans le volet unité, j'étais là-bas. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est l'effritement. Karwara en a parlé de nos familles. C'est la famille même où ça ne va pas. C'est la famille qui est effondrée. Les cœurs ne sont plus les mêmes. Nous avons parlé des valeurs culturelles. Une société ne se crée pas par papier ou bien par projet. Une société, c'est sur une base culturelle solide, des valeurs que nous partageons, que nous avons perdues. Tu vois ce pays-là, ce vaste pays divers. Si des années et des années, nos parents ont pu vivre ensemble, c'est sur des pactes, c'est sur des consensus. Ils ont vécu ensemble, ils ont fait la grandeur de ce pays. Quand moi je voyais le Malien qui n'avait pas les mêmes potentialités que moi, partait en Côte d'Ivoire, il amenait la cola, il communiquait, j'ai des difficultés. Et aujourd'hui, on ne parvient pas à être ensemble. Donc la paix, là, il faut qu'on revoie tout ça, le pacte social qui va sortir, revoir la famille, revoir qu'est-ce que ça veut dire une nation. Une nation, c'est beaucoup d'éléments qui ont accepté de vivre ensemble sur des valeurs. Il faut que ça sorte de là et que nous vivons en paix. La paix est en amont. La fin de cette crise passe par quoi selon vous, monsieur Camara? Moi, comme vous dites que nous sommes à la fin, je voudrais dire que la paix... Mais il faut être vraiment bref pour que tout le monde puisse... L'unité nationale, la réconciliation ne se décrète pas, elle se construise. Et c'est de les construire que de se respecter entre citoyens, de respecter les droits des chacun a des droits. C'est respecter les lois, respecter les autorités légalement constituées, mais que ces autorités également soient équitables et correctes. C'est très important pour la paix. Alors, c'est également la bonne gouvernance. Parce que tant qu'une société n'est pas bien gérée, vous savez, on dit, une société, un royaume peut se développer dans l'infidélité, mais jamais dans l'injustice. Jamais dans l'injustice. Et au Mali, il y a beaucoup d'injustice. C'est pourquoi il faut que le gouvernement du Mali, les autorités maliennes, tout le monde, toutes les familles, on arrive à éduquer correctement les enfants, qu'ils aillent à l'école, que la famille fasse ce qu'elle a à faire, qu'on les soigne, pour que les vendeurs d'illusions ne puissent pas les utiliser à l'intérieur contre la nation, et pour éviter qu'ils prennent les mers, le désert pour aller mourir à l'aventure. Monsieur Aïdara. Et le problème essentiel pour le Mali, pour mettre fin à cette crise, c'est être équitable. Le gouvernement doit être équitable. C'est le manque d'équité qui crée des frustrations. Et l'équité dans tout, dans la distribution des biens, dans l'emploi, et l'équité dans la proportion de prérogatives données. Si le gouvernement peut être équitable, on trouvera une solution à 50%. Le deuxième 50%, c'est le respect des accords signés de tous les partis.
Ça ne sert à rien de créer une... Moi, je ne veux pas encore une autre conférence qu'on parle de Mopti. Cette conférence doit englober tout, voir tous les problèmes et en tenir compte. Le dernier point, c'est que les jeunes qui font 75% de notre population, et les femmes, elles doivent être mises au centre de décision. Le pays le mieux géré au monde, vous savez c'est quel pays? C'est un pays africain. C'est le Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce que 65% des dirigeants sont des femmes. Et de jeunes. Exactement. Donc si on peut copier le Rwanda, donner nos jeunes et nos femmes de prise de décision dans l'équité et dans le respect des accords signés, je pense qu'on aura la paix pendant très longtemps dans ces pays. J'imagine que vous allez dans la même ligne. Non, je voudrais vraiment remercier Chérif pour sa vision pour la jeunesse. Parce que si on a vraiment des leaders et des autorités qui pensent de la même chose, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes allaient sauver la situation. Aujourd'hui, ceux qui sont instrumentalisés, c'est d'éviter d'instrumentaliser et de politiser les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui se regardent en face, qui se tuent dessus. Quand il y a des conflits, c'est toujours les jeunes qui sont les premières victimes. C'est de dire qu'il y a un point important sur lequel je n'ai pas eu le temps de revenir. Oui. C'est sur la question des investissements au Nord. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut éviter... Et on ne peut pas avoir de paix, de stabilité tant qu'on n'est pas véridique. Il faut éviter la dictature des chiffres. Quand on nous dit que 1000 milliards a été investi au Nord et l'impact est zéro, je me demande la question, je dis, ceux-là qui disent ça, ils ne veulent pas la paix pour ce pays. Merci, c'est une belle conclusion, on va s'arrêter là. Voilà, vous l'avez compris, c'est ici que s'achève cette émission aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci surtout à toute l'équipe technique amenée comme d'habitude par Amadou Tchoukari qui m'a aidé à faire cette émission. Et merci appuyé à Almami Sangata, l'homme de Dia, qui assure la post-production. Allez, prenez soin de vous et à très vite pour un prochain numéro TM2, 2 fois plus proche. Au revoir. Merci. Merci. Merci d'avoir...